Camille, 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 Camille. Le fan club est là. C'est pas mal. Juste avant que je bloque le micro, très classe. Donc déjà, Marina, bloquer le micro. Hop, c'est fait. Elle va pouvoir faire des conneries. C'est terrible. Bon, il lui reste la vidéo. C'est vrai. La vidéo. Je vais l'épingler, comme ça je la regarde. Bon, je suis arrivé un tout petit peu trop tard. J'ai raté quelque chose, hein, je pense. Ouais, c'est Marina qui m'a fait un petit drapeau. Mais c'est gentil. Et ben allez, c'est parti. Alors je te présente. Donc c'est Camille qui est la représentante LCS, on va dire de la grande région Est, qui va nous présenter la nouvelle lentille de chez LCS qui s'appelle l'AKS. Et après, comme toujours, il y aura possibilité de poser des questions. Pour la présentation, je vais couper volontairement tous les micros pour que Camille puisse faire sa présentation sans aucun souci. Et après, soit par le chat, vous pouvez poser dès à présent vos questions, soit sinon, à la fin, vous chattez, puis moi, j'ouvrirai les micros le cas nécessaire. Voilà. Juste, je veux dire bonjour à Camille et juste lui faire un coucou et dire qu'il me tardait de voir sa présentation. Voilà, bisous. Camille a un fan club quand même, hein, c'est terrible. Ouais, merci. Chapeau. Allez, je te laisse partager ton écran et c'est tout bon. Alors, donc bonjour à tous. Merci de participer à cette présentation. Donc en effet, je suis la représentante du laboratoire LCS. Il y a aussi Dimitri qui travaille au développement des lentilles chez nous, qui est présent, qui pourra répondre à des questions plus techniques si jamais j'ai des lacunes. Donc voilà, la présentation s'appelle AKS, une adaptation sclérale de A à Z. Donc AKS, c'est pour air cone scléral. Et pourquoi choisir notre lentille? Parce que c'est déjà une lentille française complètement. La R&D et la fabrication sont françaises. Donc tout est à Caen, comme vous le voyez sur l'écran en Basse-Normandie. Il y a une petite flèche complètement à l'ouest. C'est une lentille qui est ultra paramétrable. Donc déjà, je rappelle, normalement vous le savez tous, mais on ne sait jamais, une sclérale, c'est une lentille qui passe complètement en pont par-dessus la cornée, et les appuis sont donc sur la sclère. Elle est ultra paramétrable dans le sens où il y a plusieurs géométries possibles, sphérique, torique et avec ATD. Donc un ATD, c'est quand on peut modifier un seul cadran. Donc on coupe la lentille en 4 comme une horloge et on modifie cadran par cadran. Le diamètre est possible de 14,50 à 17,50, ce qui fait qu'on a quand même de grandes possibilités par pas de 0,50. Les matériaux, on a la chance d'avoir la QT 200 qui est donc un DK de 211 disponible en 2 couleurs, ce qui évite les inversions de lentilles. Ça ne se voit pas sur les yeux, c'est une teinte de manipulation. C'est assez sympa, ce qui fait que en plus, on a une épaisseur de la lentille donc de 200 microns à 300 microns. Bien sûr, sur des corrections myopiques ou plans. Où là, du coup, on va avoir une super oxygénation de la cornée de par l'épaisseur de la lentille et le matériau hyperperméable. Et on peut aussi également la paramétrer avec un traitement Hydrapeg, si on le demande, qui est un traitement de surface dont on reviendra dessus plus tard. C'est une lentille qui est très abordable. Là, on est quand même sur une lentille qui, on va dire, la paire sort à peu près à 600 € pour le porteur, ce qui est très intéressant. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'une paire en LRPG et encore pas une LRPG très paramétrée avec du torique, interne, bitorique, des choses comme ça. Donc là, pour le coup, c'est intéressant. L'adaptation est très facile. On va pas changer la correction quand on va changer la flèche pour une certaine gamme de flèches, mais là encore, on pourra y revenir après. Et on ne va pas changer la flèche quand on change le diamètre. Donc, si j'ai testé un diamètre 15-50 avec une flèche 4200 qui allait bien, mais que je veux augmenter mon diamètre ou le diminuer, eh ben, je vais garder la même flèche qui allait bien avec mon diamètre 15-50. Donc ça, c'est quand même assez sympa.
Ça facilite grandement l'adaptation. Alors, pour qui on va mettre une AKS, en tout cas adapter une AKS. Donc, c'est pour les échecs en lentilles, donc notamment les rigides, les hybrides, les cornées régulières, donc les kératocones à tout stade, les greffes de cornée, les dystrophies, les traumatismes, enfin, tout ce qu'on a l'habitude de voir en cornée régulière. Aussi les cornées régulières, mais où on peut avoir soit des cornées régulières toutes simples, mais qui ont des syndromes très secs, des brûlures, des kératites, comme vous voyez. Ça va apporter vraiment un grand confort. Donc, les gens qui sont inconfortables avec une LRPG et qui ont quand même envie d'avoir une lentille, ben, vous pouvez aussi s'adapter avec ce type de lentille. Et le tarif, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est très abordable, donc il ne faut pas s'en priver. Donc, cette lentille, elle se décompose en 4 zones. Ces 4 zones qu'après, on va contrôler ensemble. Donc, on va dire qu'on a besoin de ces 4 zones pour identifier la forme de la lentille. Donc, déjà, il y a la flèche. Donc, la flèche, comme vous le voyez, c'est donc de la base de la lentille jusqu'au sommet. Et donc, nous, on va parler en microns. Donc, à chaque fois, si j'ai une flèche de 4200, c'est-à-dire que la hauteur de ma lentille totale, c'est 4200 microns. Là, ensuite, c'est la zone cornée. La zone limbique, donc la zone limbe qui touche le limbe, tout simplement, au niveau du limbe. Et la zone sclérale qui est posée sur la sclère. Donc, la lentille de première intention, comment la choisir? Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir, si vous faites beaucoup d'adaptation sclérale, c'est d'avoir une boîte d'essai, où dedans, il y aura des lentilles toriques, des lentilles sphériques avec de multiples flèches. Après, on peut avoir des lentilles diagnostiques quand on en fait quelques-unes, où on va avoir les flèches les plus fréquentes, 4200, 4500 et 4800, comme vous voyez dans le tableau. Et après, sinon, vous pouvez demander à votre représentant de passer et de faire les essais avec vous si c'est moins fréquent que ça. Donc, on va choisir la flèche en fonction, évidemment, de l'élévation, du degré d'élévation de la cornée. Donc, là, c'est vraiment de la théorie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un kératocone et qui a une élévation faible et qu'on doit mettre une flèche qui est faible, donc qui va être à 4000 microns, par exemple. Mais là, pour le coup, on va vous conseiller, si un kératocone, de partir sur une 4500. S'il y a une cornée régulière, donc juste une sécheresse, on va partir sur une 4200, une cornée oblate 3800. Enfin, voilà. Vous suivez le tableau, c'est la simplicité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 profils. Il y a le profil oblate qui va à peu près de 3700 microns à 4000. Donc, c'est des cornées qui sont plutôt plates et basses. Après, de 4100 à 4700, on va considérer les cornées à peu près normales. Et au-dessus, jusqu'à une flèche de 5600, ça va être les élévations fortes. Donc, avec des greffes protubérantes et des très gros kératocones, kératoglobes aussi. Et tout ça. Alors, comment choisir ma lentille en fait, de première intention? Est-ce que je prends dans la boîte, on va dire, une torique ou une sphérique? Donc, les toriques sont par défaut en 16-50 avec un tore de 5 et des sphériques en diamètre 15. La plupart du temps, on va choisir une torique parce que c'est quand même quelque chose qui est plus stable, vu qu'on sait que la sclère elle-même est torique. Ça va couvrir un petit peu plus aussi le segment antérieur. Ça va permettre de ne pas comprimer aussi tout ce qui est pinguicula. Donc, on évite les problèmes. Et aussi, si après, en prévision d'une collerette, par exemple, ou d'un cadran, c'est mieux d'avoir une torique parce qu'on va se baser là-dessus pour faire cette collerette et cette ATD. Ensuite, si on prend une sphérique, on va la prendre plutôt quand on a des petits diamètres cornéens, quand on a une petite ouverture palpébrale et également pour des élévations qui sont très faibles. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien pour les gens qui ont des tout petits yeux. Ils sont plutôt contents parce qu'ils retrouvent à peu près la taille d'une souple avec une qualité de lentille sclérale, ou type de lentille sclérale. Donc, ce qu'on va expliquer aux porteurs, pour moi, c'est le primordial, c'est leur expliquer que la manipulation, elle peut paraître impressionnante. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas que les porteurs qui trouvent que c'est impressionnant, il y a aussi les adaptateurs. Donc, c'est un des premiers freins, je trouve, c'est la manipulation. Les gens ont plutôt peur de manipuler la sclérale. Ils se disent que ça ne passera jamais, qu'ils n'y arriveront pas. Alors qu'en fait, c'est vraiment le pire, le plus dur
à passer. Donc après, c'est une éducation. Et quand on a passé ce cap-là, clairement, c'est ultra facile parce que le confort est complètement là. Donc, on lui explique aussi qu'il ne va pas sentir la lentille et que la lentille ne sera pas à sa vue parce que c'est une lentille d'essai et qu'on veut juste voir la forme de la lentille sur son œil et qu'ensuite, on rajoutera sa correction. Et aussi, ce qu'il faut lui dire, c'est qu'il aura une très, très bonne acuité visuelle en plus du confort et que c'est vraiment le seul inconvénient, c'est la manipulation. Donc, la pose. Donc, on conseille de remplir la lentille avec du sérum physiologique sans conservateur ou du polyrince, à défaut la hyaline. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre de la fluo quand on fait nos observations. C'est quand même bien plus pratique. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer. Donc là, j'ai rempli la lentille à ras-bord. C'est pour éviter les bulles. Parce que si la lentille est moins bien remplie, c'est vrai qu'on peut à la pose avoir une bulle. Donc il vaut mieux que ce soit un peu trop et que ça coule par terre que pas assez et avoir une bulle. Donc comment on pose la lentille? Moi, c'est vrai que pour le premier essai, je conseille vraiment que l'adaptateur pose la lentille parce que le patient, le porteur, a en tout cas une appréhension. Et donc, quand on appréhende quelque chose, on ne va pas forcément y arriver tout de suite. Alors là, du coup, vous lui aurez posé la lentille, il va sentir que ça ne fait rien et donc il n'aura pas peur de venir se poser la lentille après de lui-même. Donc c'est vrai que moi, je conseille plutôt le patient debout, tête penchée, et il va tenir sa paupière inférieure pendant que vous tiendrez la paupière supérieure. Il peut aussi être assis, il n'y a pas de problème. C'est vrai que debout, du coup, c'est quand même, je trouve, plus simple. J'ai vu une collègue faire ça une fois et je me suis dit que c'est vrai que c'était plus simple que moi au-dessus de ma table. Donc là, j'ai fait une petite vidéo aussi avec ma voisine. Et donc, c'est vrai que là, par exemple, je suis venue poser la lentille. On a lâché les paupières et ensuite, j'ai déventousé. Je suis assez partisan de cette façon de manipuler parce qu'en fait, ça fait que la lentille, vu qu'il va y avoir l'interaction des paupières, on sait que de toute façon, elle ne va pas retomber avec la gravité. Normalement, elle n'est pas censée retomber, mais au moins, on sait qu'elle est collée à l'œil et qu'on n'aura pas de souci de la lentille qui retombe. Donc moi, je conseille vraiment, on pose la lentille, on reste dessus, on ferme les paupières et ensuite, on va déventouser. Ensuite, c'est très important donc, de voir la manipulation avec le porteur, ce qui va être le plus simple pour lui. Il y a plusieurs solutions possibles. Il y a la ventouse de pose, avec ou sans support. Donc, sans support, c'est ce que j'ai fait juste avant. Avec support, vous allez voir une petite vidéo là. Donc, le support, là, c'est simplement un produit d'entretien en essai, tout simplement. Mais ça peut être d'autres choses. Il y en a qui en ont fabriqué. La bague de manipulation, où on va juste mettre la lentille dessus, ce qui permet de libérer un doigt et de venir tenir la paupière inférieure. C'est plus simple, donc ça fait comme une pose habituelle. Ou avec 3 doigts, qui est une autre technique pour permettre de stabiliser la lentille. Ça se fait aussi. Alors, les premières observations. Donc déjà, on va vérifier qu'il n'y a pas de bulle. S'il y a une bulle, on repose la lentille. On ne veut vraiment pas de bulle. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de contact en centrale. S'il y a un contact, on sait qu'il faut qu'on change la flèche parce qu'on va prendre une flèche plus haute pour qu'elle soit plus éloignée de la cornée et qu'on n'ait pas de contact. On va vérifier rapidement la clairance centrale, donc en faisant une coupe fine. Le but, nous, c'est d'avoir entre 200 et 300 microns. On sait que nos lentilles, c'est entre 200 et 300 microns. Donc, si on a à peu près une épaisseur de lentille ou un peu plus, c'est très bien. Sachant qu'on s'attend à ce que la sclère s'affaisse d'environ 100 microns avec le temps. Environ, et bien sûr, c'est porteur dépendant. Et on fait patienter donc la personne pendant 1 heure, parce que justement, on va voir de combien la lentille s'est affaissée et puis les modifications à apporter. Donc là, je vous explique rapidement comment on observe la clairance centrale tout de suite. Donc, par exemple, sur la première image ici, je pense que vous voyez ma souris, on voit que la fluo est plutôt homogène, j'ai pas de contact. Donc d'un côté, je me dis, pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Voilà. Si on s'arrêtait à ça et qu'on ne faisait pas la coupe, on dirait, je garde cette lentille. Mais en fait, quand on fait la coupe,
on voit qu'il y a beaucoup trop de larmes, trop d'épaisseur de larmes par rapport à l'épaisseur de la lentille. Et donc, je sais que directement, je vais diminuer ma flèche. Donc, je vais diminuer ma flèche. Je vais peut-être avoir quelque chose d'homogène comme ça. Et je vais dire, bon, bah, nickel. On vérifie en coupe. OK, là, j'ai à peu près une épaisseur de lentille. Donc, je valide et je peux laisser patienter mon porteur. Si par contre, j'ai posé ma lentille et que directement, je vois un petit contact comme ça, je vais augmenter la flèche de 300 microns. Pourquoi 300 microns? Parce que si j'ai contact, c'est que je touche, que nous, on veut une clairance minimum de 200 à 300 pour la pose. Et donc, je vais automatiquement augmenter de 300 microns. Et si j'ai un très gros contact, on va augmenter de 400. Donc là, on voit une vraie photo, parce que là, ça peut vous paraître facile parce que tout est délimité. Je vous montre une vraie photo de clearance centrale. On voit quand même très bien les zones, donc il n'y a pas de souci pour l'estimation. Là, on voit qu'on a un tout petit peu plus qu'une lentille, donc c'est parfait, on peut laisser patienter la personne. Et là, une vraie photo d'un contact. Donc en effet, on voit le contact central. Donc là, je vais systématiquement augmenter ma flèche. Alors, 1 heure après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait une surréfraction. Donc, j'ai mis attention à bien ramener la sphère au sommet. Oui, parce qu'en fait, si vous trouvez -5, eh ben, il faut faire comme pour une lentille. Comme quand vous faites de la réfraction lunette à la réfraction lentille. On fait la modification, évidemment. Donc là, c'est pareil. Et ensuite, on évite de mettre au maximum de l'astigmatisme. Tout simplement parce que si on rajoute de l'astigmatisme, on va devoir rajouter la correction et donc un tort externe finalement. Ce qui fait que ça va encore induire éventuellement des erreurs dans l'adaptation, dans la vision. Donc, on fait au maximum que en sphérique. S'il y a besoin, on fait du torique, mais torique en tout cas, on met une correction astigmate, mais en sphérique, en principe, ça marche quand même la plupart du temps très très bien. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est éventuellement faire l'autoref par-dessus la lentille. Ça donne une idée si on est loin ou pas de quelque chose, de la bonne correction. Et on évite de le tourner en rond. Bon, si vous avez déjà 10 dixièmes sans rien, sans avoir rajouté de réfraction complémentaire, c'est sûr que vous ne serez pas loin. Mais voilà, si vous avez 2 dixièmes, bah, pourquoi pas, si vous voyez après qu'il y a -6 sur l'autoref, bah, vous savez que vous allez aller plutôt dans la myopie. Voilà. On évalue les 4 zones, donc ça on va le voir juste après. Il ne faut pas qu'il y ait de mobilité de la lentille à 1 heure après. En tout cas, s'il y a une petite mobilité au départ, ce n'est pas grave tant que la lentille ne bouge pas trop. Mais le but, c'est qu'elle ne bouge pas, parce que si elle bouge, elle peut induire des bulles. Donc voilà, il y aura une fuite de la fluo. C'est pas du tout même ce qu'on cherche. Donc il ne faut pas de bulles, justement, sinon on repose. Donc c'est que la flèche ne va pas bien, pas de fuite. Parfois, la mobilité excessive de la lentille, c'est dû à une clairance trop importante aussi. On évalue l'état de surface, voir s'il n'y a pas trop de dépôt. On fait évidemment la fluo post-retrait, parce qu'il y a des endroits où on va se dire est-ce que j'ai contact ici ou pas? On n'est pas vraiment sûr, on a l'impression qu'il n'y a pas spécialement de contact, et quand on retient la lentille, on voit qu'il y a des KPS, on se dit bon, je vais peut-être changer cette zone-là quand même. Et ensuite, prescription ou commande. Donc, les quatre zones, là, vous avez la zone flèche, c'est exactement la même diapo que tout à l'heure, parce qu'on fait exactement la même chose, on revérifie les mêmes choses. Donc, on est d'accord que si au départ, j'ai ça, comme ça, et qu'une heure après, j'ai cette image-là, c'est que la personne, elle a une sclère qui s'affaisse vraiment plus que 100 microns. Donc, pour le coup, voilà, c'est quelqu'un qui ne réagit pas, en tout cas, comme la plupart des gens. Mais ça peut arriver. La zone cornée. Donc, la zone cornée, elle est très simple à évaluer. Là, par exemple, je n'ai pas de contact, donc je ne touche pas la zone cornée. C'est-à-dire que quand on va commander la lentille, on ne va même pas mentionner le C ou C0, mais c'est inutile. Par contre, si j'ai un petit contact en périphérie de cornée comme ici, je vais faire un C+2, sachant qu'un pas de 1, c'est environ 30 microns. Donc, si je fais un pas de 2, comme là, je vais augmenter ma zone cornée de 60 microns. Là, si on a un contact modéré, on fait C+4. Si on a un contact fort, on fait C+6. Donc là, comme vous voyez sur le dessin, les pointillés, c'est ma lentille avant. Elle touchait la zone cornée. Du coup, j'ai ouvert en faisant du C+. Et après, c'est à vous de juger si vous voulez faire C+2, C+4, C+6 ou même autre chose si vous jugez que le contact est supérieur
ou entre deux, vous faites un entre deux. On va faire exactement la même observation avec la zone limbique. Donc, je n'ai pas de contact, je ne bouge pas le limbe. J'ai peut-être un contact minime ici. Je mets limbe plus 2, limbe plus 4, limbe plus 6. Ce qui est important de savoir pour le limbe, c'est que ça arrive fréquemment qu'il y ait une impression de contact en nasal supérieur. Et ce qu'il faut faire, c'est faire baisser le regard à la personne et vérifier si en baissant le regard et en tenant la paupière supérieure, on a quand même de la fluo. Si on a quand même de la fluo, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas de fluo, c'est un vrai contact. Et aussi, parfois, on a l'impression qu'il y a un contact et donc il vaut mieux vérifier après avec une coupe en lumière blanche. Parce que parfois, la fluo, on ne la voit pas bien avec la lumière bleue et le filtre jaune. Et en lumière blanche, on voit qu'il y a quand même de la fluo qui va même après le limbe. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas trop de soucis. Bien sûr, après, au retrait, on vérifie qu'il n'y a pas de KPS. S'il y a des KPS, on se dit que je vais quand même modifier ma zone limbique, évidemment. Et donc, sur le dessin, vous voyez, c'est le même principe. J'avais une zone limbique qui était collée, qui touchait le limbe. Je l'ai ouverte. Voilà. Et donc, c'est les mêmes valeurs. Hein. Limbe plus 2, c'est 60 microns de plus. Limbe plus 4, c'est 4 x 3, 12. Oui, c'est ça. 1200 microns. Non, 120 microns, putain, n'importe quoi. Et limbe plus 6. Ensuite, la sclère. Donc là, moi, je conseille plutôt de le faire en fin de journée. Donc là, forcément, hein, 1 heure après, on va quand même devoir l'estimer. Si on a l'œil complètement rouge, oui, on va faire la modification tout de suite. Mais je trouve que c'est beaucoup plus flagrant en fin de journée et c'est ce qui est important, mais vous le referez après de toute façon. Donc pour la zone limbique, si on voit qu'on ne voit quasiment pas la délimitation entre la lentille et la sclère, ça veut dire qu'il n'y a pas de compression des vaisseaux, c'est joli, donc on va laisser comme ça. Si on a une petite compression des vaisseaux, c'est-à-dire que si c'est blanc en périphérie, et j'insiste sur la périphérie, que ça coupe un tout petit peu les vaisseaux, là on va pouvoir ouvrir la sclère un petit peu. Si c'est modéré, on ouvre un peu plus, et si c'est fort, c'est-à-dire que là les vaisseaux ne passent absolument pas, qu'on a un blanching complet de la lentille, forcément on va beaucoup plus ouvrir. Et à l'inverse, si c'était blanc plutôt vers le limbe, et ben là, du coup, on ferait du S+. Donc là, comme vous le voyez, la sclère, elle était collée, un peu trop collée. On l'ouvre parce que ça va dans l'autre sens, donc on fait du moins. Si je fais du plus, je rentre dans la cornée ici. Voilà. Alors, à ce stade-là, on a déjà résolu 80% des cas en lentilles. Hein. C'est-à-dire qu'avec toutes ces observations-là, 80% des lentilles passent, on n'a pas besoin de faire autre chose. Par contre, de temps en temps, voilà, on va avoir des choses un peu particulières, donc des asymétries de sclère. On va avoir des pinguiculas. Et donc là, par exemple, on a une fuite dans un cadran, donc on sait qu'on va resserrer à ce niveau-là pour éviter la fuite. Donc on a la fuite qu'ici, tout le reste autour, ça va. Donc c'est vrai que si je veux resserrer ici, je ne vais pas resserrer tout autour parce que je peux créer des problèmes autour où ça allait bien. Ici, ça comprime que là, donc j'ai une asymétrie sclérale. Et donc, la vue, ça comprime qu'ici, pareil, je veux desserrer que ici. La pingécula, on les comprime. Bon, il y en a un nasal et un temporal, pas de chance. Donc là, les deux sont comprimés. Et ben, on va faire des connettes pour passer en pont. Donc, passer au-dessus. Et pour éviter la compression et la vascularisation. On a une fiche technique pour vous aider. Donc, il suffit de la remplir avec vos observations. Où est le point? Où sont les traits repères? Où c'est que vous avez votre pingécula, votre contact, votre fuite, vous notez tout. Et en fait, après, vous notez voilà, la clairance que vous aviez et puis les paramètres que vous avez posés. Et puis après, nous, on fait tous les calculs, il n'y a pas de souci. Pour retirer la lentille, donc on va utiliser une ventouse de retrait. Moi, c'est ce que je conseille. On peut également la retirer comme une lentille rigide. Perso, je ne préfère pas, mais ça se fait. Si besoin, on instille une goutte de sérum physiologique. Jusqu'à maintenant, je trouve que ça se fait facilement sans. Et on n'oublie pas de faire la fluo après le retrait de cette lentille. Là, je vous ai fait une petite vidéo, toujours avec l'aide de ma voisine, pour le retrait de la lentille. Donc là, elle n'a pas porté longtemps, donc c'était facile de lui retirer. J'ai ventousé, j'ai juste eu à faire le mouvement de levier. C'est vrai que quand ils les ont portés une journée de port avec un syndrome très sec, on peut avoir un peu plus de mal, il peut y avoir un ventousage un peu plus important de la lentille. Ce qui fait que
on va plutôt ventouser, faire un petit gauche-droite et ensuite faire le levier et la lentille va venir toute seule. Je vais vous montrer la vidéo. Ouais. En tout cas, elle n'a pas l'air trop martyrisée, ça va. Donc pour l'entretien, c'est vrai que nous, on va conseiller évidemment le Clilio SL qui est notre produit qu'on distribue. Donc qui va déprotéiniser et décontaminer tous les jours les lentilles sclérales et qui est adapté au niveau de l'étui. Vous avez un étui scléral avec, ce qui fait que c'est quand même bien plus pratique. Et puis surtout, souvent les gens qui ont des lentilles sclérales, c'est des gens avec pas mal de problèmes de larmes, de problèmes oculaires. Et donc c'est vrai que déprotéiniser tous les jours, on a quand même des gros avantages de confort. Mais bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel produit multifonction rigide, il n'y a pas de souci, avec un étui compatible et un déprotéinisant. C'est très très important qu'ils déprotéinisent correctement leurs lentilles. Dans son souci, et si besoin, pas hésiter à utiliser un savon en supplément, comme l'Oteclean. Il y a également un petit kit de départ si on débute une adaptation. Vous avez tout dedans avec des ventouses, un étui, du Clilio scléral et de l'Oteclean, il y a tout dedans. Au niveau du suivi, on va revoir le porteur avec les nouveaux paramètres. Donc la correction adaptée, vous allez rajouter la bonne flèche, les bons paramètres LCS. Au bout d'une semaine de port ou quelques jours, ça dépend des écoles, en fin de journée, parce que comme je disais, c'est quand même mieux de juger la zone sclérale en fin de journée aussi, puis ça vous permet de voir l'affaissement total. On va refaire les mêmes observations. Alors, la solution que je trouve la plus logique et intelligente, c'est de leur laisser un peu de fluo éventuellement pour en mettre 1 heure avant ou à la demi-journée pour qu'on puisse avoir déjà la fluo quand ils arrivent. On refait les modifications si besoin. Après, si tout va bien, on fait un contrôle à 1 mois et ensuite un contrôle annuel. C'est une lentille qui dure à peu près 2 ans. Enfin, c'est ce qu'on conseille, entre 18 mois et 24 mois. Donc ça leur permet de faire un contrôle à la demi-vie de la lentille, puis de refaire évidemment les rappels d'entretien. Alors là, j'ai mis des petits cas sympas c'était pour vous faire participer, mais c'est vrai que si vous êtes beaucoup, c'est un peu dur de vous demander votre avis à tous. Donc là, pour le coup, j'ai pris cette photo. Donc là, c'est évidemment pour la bulle. Donc c'est pour vous dire, voilà, j'ai posé la lentille, il y a une bulle. Et ben on ne s'embête pas, on enlève la lentille, on va la reposer. Si on on met cette bulle à part au niveau de la photo, qu'est-ce qu'on peut observer d'autre? On peut observer la zone limbique. Donc on a l'impression éventuellement que c'est un peu plus noir, donc un peu plus foncé, et que peut-être tout à l'heure, on devra changer cette zone-là. Alors c'est ce que je disais juste avant, il faut se méfier à on va dire la fluo qui peut donner cet effet-là parce qu'il y en a plus en centrale qu'en périphérie. Donc, il ne faut pas hésiter à vérifier en coupe lumière blanche pour voir s'il y a de la fluo qui est présente ou pas. Ici, je vous ai mis une petite photo de clearance. Donc là, imaginons je viens de poser la lentille. Donc, les bonnes questions à se poser, c'est est-ce que la lentille, elle vient d'être posée pour évaluer ma clearance si elle est bonne ou pas, ou est-ce que ça fait plusieurs heures qu'elle la porte? Donc là, par exemple, on a mon épaisseur de lentille, ma clearance et ma cornée. J'aime pas me fier à la cornée parce que on sait bien qu'avec des cornées régulières, avec des kératocones, on a des amincissements. Donc je ne me fie jamais à l'épaisseur de la cornée dans l'idéal. Je vais plutôt me fier à l'épaisseur de ma lentille. Là, on voit que ma clearance, elle est quand même un peu supérieure à l'épaisseur de ma lentille. Donc, si je viens de poser la lentille, c'est pas un problème. Si c'est en fin de journée, on sait qu'on pourra peut-être diminuer un tout petit peu la flèche pour avoir quelque chose d'un peu plus proche de la cornée. Alors cette photo-là, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que des fois on a l'impression d'avoir un contact en nasal, supéronasal. Et donc ici, j'ai fait regarder vers le bas mon porteur et en effet, on voit une zone plus noire. Donc c'est-à-dire que ma fluo ne va pas jusqu'ici et donc j'ai un contact et donc je sais que je vais changer ma zone limbique. Alors de combien? Et moi justement, je dirais que c'est entre faible et modéré, donc je dirais peut-être L+3 pour éviter
pour éviter d'avoir ce contact-là. Et donc, après, on vérifie bien dans cette zone-là qu'il n'y ait pas de souci. Ici, alors j'aime beaucoup ces photos. J'étais très contente de tomber sur cette dame. Donc, pour le coup, c'est une dame qui avait ses lentilles depuis un bon moment. On voit d'ailleurs quelques micro-rayures. Et surtout, ce que vous voyez, évidemment, ce sont les dépôts. Je vais vous parler des dépôts parce que justement, quand on a quelqu'un qui a des dépôts comme ça, alors qu'elle fait l'entretien parfaitement, qu'il y a un savon, que la déprotéinisation est bien faite, à la limite même qu'elle utilise du Clidio, hein, mais qu'on a quand même ça, on sait qu'on va passer sur un traitement Hydrapeg. Si vous avez des gens qui ont des syndromes secs, je vais même vous conseiller de le faire en systématique. On ne va pas le faire d'emblée pour des gens qui ont l'air de faire des dépôts, parce que ça se trouve, ils font des dépôts, mais qu'au bout de quelques jours. Donc, il vaut mieux qu'ils aient une hygiène, un entretien qui est strict et qui fonctionne bien. Le traitement Hydrapeg, c'est très bien, mais c'est vrai que ça induit quelques contraintes, notamment il y a certains produits qu'on ne peut pas utiliser et on évite les massages. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué parfois pour ça parce que les gens ont une routine des fois qui est bien établie et quand on leur dit on va changer toute la routine, c'est plus compliqué. Surtout qu'on leur rabâche tout le temps masser vos lentilles et là on va leur dire non, il faut éviter de masser vos lentilles. Enfin, c'est vrai que même nous, ça nous fait un peu bizarre au début. Mais là pour le coup, on peut éventuellement essayer de la passer sous Clio pour voir si c'est plus confortable. Si c'est quelqu'un qui vous dit, moi, dès que je fais ma déprotéinisation, je suis bien les 3 premiers jours, mais après, les 4 derniers, j'ai quand même du mal, oui, c'est clair qu'un produit comme le nôtre, ça peut solutionner son problème. On peut aussi prendre son multifonction habituel. Ça peut aussi, vous pouvez aussi prendre le multifonction habituel et un savon pour éviter ça. Ce que j'aime bien aussi voir, c'est la clairance qu'on a ici. Donc là, on voit qu'on a une clairance qui est optimale si la lentille a été portée quelques heures. On a une épaisseur de lentille, donc c'est une photo qui est assez jolie. Donc, voilà. Et tac. Là, c'est une petite vidéo. Donc là, normalement, je suis censée vous demander alors, qu'est-ce que vous voyez? Et puis vous me répondez. Mais... donc là, on voit une mobilité de la lentille. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas avoir, évidemment. J'ai pris cette vidéo justement pour vous montrer ça. Si vous voyez ça au bout d'une heure de port, on sait qu'il va y avoir des modifications à faire sur la lentille. Donc, soit la clairance est trop importante, soit il faut passer en torique parce que du coup, elle est pas forcément moulée sur la sclère, soit il faut augmenter la toricité. On peut aussi éventuellement resserrer la zone sclère. Enfin, il y a pas mal de solutions, il y a pas mal d'options possibles. Donc, tout est à discuter et puis à voir ce qui fonctionne le mieux pour ce porteur-là. Si c'est à la pause et que ça ne gêne pas, qu'il n'y a pas de bulle, pas de fuite à ce moment-là, enfin pas de fuite, en tout cas qu'il n'y a pas de bulle, c'est pas grave, on va attendre 1 heure. Il faut que la mobilité ne soit plus présente. Ici, sur cette photo, ce qu'on veut voir, c'est la zone sclérale. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On voit qu'il y a quand même des vaisseaux qui passent. Ici, on voit qu'il y a quand même un ou 2 vaisseaux. Ici, il y en a aussi. Donc, ça veut dire que là, je vais faire peut-être S-3 pour ouvrir cette zone-là. Et voilà, merci de votre attention. Je crois que je suis dans les clous au niveau du temps, donc c'est pas mal. Si vous avez des questions qui vous reviennent après, j'ai laissé mon adresse mail. Mais là, on va répondre à vos questions tout de suite. Merci beaucoup pour cette présentation, pour nous avoir décrit un peu tous les paramètres de cette lentille. Et puis maintenant, effectivement, c'est au tour des questions. Alors, est-ce que tu en as déjà reçu aussi sur ton... Attends, je suis en train de regarder. Ouais. Tac, tac, il faut que je remette le truc. Non, moi, j'ai une petite question d'abord sur les... Ouais. Donc, tu as dit 18 mois ou 2 ans. Ouais. Est-ce que vous conseillez le même renouvellement sur 2 matériaux? Parce que l'Infinite, je crois qu'il y a des préconisations pour que le renouvellement soit plus fréquent. C'est quoi l'Infinite? C'est l'Acuity 200. Ok. Alors, écoute, en tout cas, on en avait discuté avec Dimitri. Des retours qu'on en a au niveau des flexions, c'est ça qui t'intéresse surtout? Ouais.
On n'a pas de mauvais retour sur les fléchissements de lentilles. Donc, D'accord. Et vous l'épaississez pas plus, c'est la même lentille, si vous voulez. si c'est pas plus. C'est le côté plus mou de cette matière-là. Ben, écoute, c'est une question qu'on s'est posée nous entre nous, et la réponse qu'on avait, c'est que des tests qu'on a fait, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc on garde le même renouvellement. À vérifier évidemment, on peut faire une kérato sur lentille quand on fait le contrôle annuel. Ouais. Ok. Mais après, peut-être que Dimitri pourrait dire autre chose, je ne sais pas. Bon, il a l'air d'acquiescer, là, il dit pas. Ok, parfait. Alors, les questions. Ah, tu as peut-être une autre question. Non, oui, bon, quand c'est quasi important. Alors, oui, bonjour à tous. Je n'ai pas d'autoref, Camille. Comment dois-je faire ma réfraction complémentaire quand je suis perdue? Eh bien, Marina, comme une autre réfraction complémentaire, tu prends ton acuité avec la lentille portée. Et puis, comme d'habitude, hein, si tu vois que la personne peut bien lire, tu mets du plus. Si elle peut moins lire, tu mets du moins. Sauf s'il y a une très forte hypermétropie résiduelle. Si tu tentes de mettre du moins et que ça ne va pas, tu essaies de mettre du plus. Je ne vais pas t'apprendre ton métier, Marina, quand même. Olivier, si tu as un skiascope et que tu as la méthode, tu dois pouvoir y arriver aussi. Tout à fait. Avec un skiascope, tu peux y arriver très bien. Et c'est bien parce que tout le monde se répond dans la conversation, donc c'est parfait. Oui, le Clidius stéral, 40 jours d'entretien, du coup, sur une boîte. D'accord. Le multifonction est à proscrire pour les sclérales car il y a un risque qu'il y ait de résidus de produits au fond de la lentille. Oui, enfin, si on rince la lentille, et c'est ce que nous on préconise, rincer la lentille avant de la remplir, je ne pense pas qu'il y ait de problème, mais moi je préfère, c'est clair, des oxydants ou des produits comme le nôtre où du coup la lentille est déprotéinée à chaque fois. Ah Dimitri il m'a dit donc l'acuité de sang n'est pas plus mou que l'optimum 125, voire l'inverse. Le retrait est fortement facilité si l'hydratation de l'œil 5 minutes avant aussi, de la ventouse avant usage. Oui, enfin moi en tout cas, des manipulations que j'en fais, toutes les adaptations que je fais, j'ai pas de réel problème pour le retrait. C'est un peu la même chose en hybride, on dit toujours l'hybride c'est un peu plus dur, mais en fait... j'ai une très bonne question là de Kulki Jean. Quand on change de C ou de L, doit-on changer la flèche totale en conséquence? Et oui, ça c'est une super question. C'est-à-dire que quand on va changer le C de plus 2, oui, on va gagner 60 microns sur la flèche totale. Donc 60 microns, on ne peut pas le changer. On fait des pads de 100 microns pour la flèche. Ce qui veut dire que je vais plutôt faire un C plus 3 par exemple et diminuer ma flèche de 100 microns. Donc si j'avais une 4200 qui allait bien au niveau de la clearance, mais que j'ai un contact modéré, ou en tout cas faible à modéré, je vais faire C plus 3. Comme ça, je vais ouvrir de 90 microns. Mais je vais commander, au lieu d'une 4200, je vais commander une 4100. Donc, au lieu d'avoir 4200 C0, L0, S0, je vais avoir une 4100 C plus 3, L0, S0. Voilà. Et c'est la même chose pour le L. Hein. Voilà. Donc, on fait les changements. Quelle est la différence avec l'ICD? Ah, pardon, vas-y. Quand on change de diamètre, c'est pareil du coup? Parce que la flèche totale est impactée si on augmente le diamètre. Est-ce que vous compensez ou pas? Si par exemple on est sur une 16,5 et qu'on a envie de passer sur une 15, on garde le même... Alors, normalement, tu n'as pas de changement de flèche en fonction du diamètre. Diamètre, ok. Là, c'est l'intérêt de cette lentille. Après, c'est vrai qu'on ne conseille pas des changements si gros. Hein. En principe, c'est plus ou moins 0,5, c'est mieux. Mais on l'a fait avec des 1 mm sans grand souci. Enfin, moi, ça m'est arrivé de faire des changements d'1 mm et il n'y a pas eu de problème. Ça change pas. Et Dimitri valide. Alors, Céline, question bête, mais quelle différence avec l'ICD? Ce n'est pas une question bête. L'ICD, c'est une lentille qu'on fabrique en France, mais avec une géométrie qu'on va emprunter. Et là, pour le coup, la KS, c'est nous qui l'avons développée et ça nous permet de faire des cadrans, ça nous permet
Il y a des différences. L'ICD, par exemple, quand tu changes le PCCZ ou le LCZ, on va changer de 25 microns par pas. Là, on change de 30 microns par pas. L'ICD, tu changes la puissance à chaque fois que tu changes la flèche, alors que là, nous, ce n'est pas le cas. On garde la même puissance, dans une même catégorie de flèches. Ça encore, s'il y a des paliers, au pire, je pourrais vous montrer. Ça, voilà. Où le produit se suffit à lui-même. Non, le Clilou, tu n'as pas besoin de faire une déprotéinisation en plus. Ça déprotéinise complètement la lentille, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un seul et même produit, ce qui fait que les gens n'ont pas besoin d'avoir plusieurs produits, à part leur sérum fille, voilà. Mais ils ont 2 produits, en gros, le Clilou et leur polyrince, par exemple. Ce qui permet ils rincent la lentille le matin pour enlever les dépôts morts. Voilà. Et ensuite, ils la remplissent et ils la mettent. Ensuite, Dimitri. Ok. Marina, pour une accueil historique, c'est des petits traits qu'on voit. Y a-t-il un sens pour mettre la lentille du coup comme l'ICD? Alors oui, l'accueil historique, tu as des traits. Donc là, on a fait les traits plus proches pour que ce soit plus facile à observer. Plus facile voilà, de voir l'orientation de la lentille parce qu'avant les traits sur les CD du coup ils sont un peu loin et en effet on met un point de manipulation que tu es censé mettre vers le bas. Si c'est une lentille d'essai, tu vas avoir les traits repères qui vont être à 0 et 180 degrés et le point qui va être à 270. Si c'est une lentille, tu as posé ta torique et elle a tourné de 15 degrés. Quand tu vas la recommander, tu vas dire que tu as eu une rotation de 15 degrés. Et du coup, tes traits sont toujours à 15 degrés. Mais par contre, ton point, il sera toujours en inférieur, toujours à 270. Ce qui fait que tu pourras presque, des fois, tu peux avoir le trait à côté du point. Mais ça permet à la personne de poser la lentille dans le bon sens. Et toi, ça te permet de voir si ça va tourner tout de suite ou pas. Bon, après, même si tu mets le point ailleurs, c'est pas grave, ça va tourner. Ça va être soit en haut, soit en bas. Peut-on remplacer nos adaptations ICD en AKS simplement? Ça dépend. Si c'est une ICD qui est bien adaptée, la personne ne se plaint pas, il vaut mieux la laisser en ICD et renouveler comme c'est parce que sinon on induit des erreurs en fait. Puis on va reperdre du temps à adapter. Sauf si, voilà, si vous voyez énormément d'avantages, n'hésitez pas à les passer en AKS. Mais c'est vrai qu'on peut se baser sur une ICD pour faire une AKS. On a les conversions au niveau des puissances. Et puis après, Dimitri s'y connaît bien mieux que moi là-dessus. Mais ça me laisse parce que justement, j'étais obligée de faire un cadran ou parce que j'avais une collerette à faire. Et donc, évidemment, heureusement qu'on peut faire l'un à l'autre, vu que c'est des lentilles qu'on pratique au jour le jour, on connaît bien. Gaëtan, comment orienter une adaptation vers AKS ou ICD? Plutôt vers ICD ou vers AKS? C'est compliqué, on a tous notre avis un peu. On va dire si vous avez une adaptation, si vous avez commencé votre adaptation en ICD, il n'y a pas de raison de la passer en AKS. Si par contre vous débutez en scléral, que vous voulez vraiment du tarif pour les gens, faites de l'AKS. Mais si vous connaissez déjà très bien l'ICD, vous avez la boîte, vous n'avez pas envie de vous enquiquiner, ICD. Après, voilà, pour moi, je trouve que c'est le tarif qui va jouer. Mais ouais. Alors, 15 permet d'adapter avec une très bonne prédictivité. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu vois, Thibaut, à chaque fois, il y a Dimitri qui te répond un petit peu. Et en effet, oui, l'AKS aussi, ça va être si on a besoin de changer de diamètre par rapport à l'ICD. L'ICD, c'est vrai que tu l'as en 14 en non-HD. Et tu vas l'avoir en 1650 en HD. Là, au moins, avec l'AKS, tu as de 14,50 à 17,50. Ce qui est plutôt cool. Quand on a des petites cornées ou des très grandes cornées, ça va permettre de s'adapter correctement. Parce que de toute façon, voilà, il y a le DK200 qui est disponible et l'Hydrapec qui sont aussi disponibles en ICD. Donc, ce n'est pas le matériau en tout cas qui va nous orienter sur l'un ou sur l'autre. Alors, le TOR plus 5, c'est quoi? Donc là, c'est Dimitri qu'il faudra qu'il réponde. Donc, on reviendra dessus.
ceux qui ont des boîtes d'essai AKS, on laisse ICD. Oui, bon, en fait, il répète ce que je dis. C'est vraiment comment nettoyer les ventouses. J'utilise produit d'entretien, mais je ne sais pas si c'est très bien. Alors, moi, très honnêtement, je vais utiliser du savon, de l'eau et bien sécher ma ventouse. Et l'idéal, c'est de les renouveler quand même assez fréquemment, mais je ne sais pas s'il y a une technique particulière. Donc ça, pareil, je demanderai à Dimitri. Comment prendre les mesures pour demander une collerette? Eh bien, ça, c'est le service technique qui va s'en charger. Je vais te montrer, j'ai une diapo après. Vous voyez encore mon écran ou pas? Alors, hop. Hop. Donc la collerette, là, normalement, vous voyez tout mon écran, hein, vous ne voyez pas ce que je regarde. Parce que moi, j'ai vos vidéos, tout ça. Donc là, normalement, vous voyez un pinguicula qui est comprimé. Et vous voyez la petite collerette, donc vous avez les flèches qui vous montrent les collerettes. Là, je vous montre, c'est la diapo où vous avez les grades de collerette. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt nous qui allons décider de ça, sachant que jusqu'à maintenant, on s'arrête au grade 2, en fait. Jusqu'au grade 2, on arrive à faire des pinguiculas qui sont même assez élevés, donc pas de problème particulier. Donc, en principe, c'est 1 ou 2. On vous donne des photos. Ouais, l'idéal, c'est d'avoir des photos, c'est clair. Mesurer l'épaisseur en papante pour dire faut enlever tant de millimètres. Oui, c'est vrai que ce serait l'idéal, mais je ne crois pas qu'on fasse comme ça. Pour un pinguicule, en gros, l'ICD va disparaître. Peut-être à terme, il y aura en tout cas moins d'adaptation en ICD plus en AKS. Mais en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, on renouvelle les ICD sans souci, on les fabrique, il n'y a pas de problème. Ah, Dimitri, pour nettoyer les ventouses, massage de la ventouse avec un multifonction avant chaque utilisation est une bonne méthode. Ben voilà, Shirley, tu as ta réponse. Je suis encore étudiante et donc débutante, je tiens à vous remercier, c'est clair. Bon, superbe, je suis contente, Justine. Top. Ça marche pour les ptérygions, la collerette? Alors, les ptérygions, ben oui, parce que finalement, c'est la partie de la petite peau qui va passer au-dessus, mais je pense que ce n'est pas toujours suffisant. Donc, une collerette, on va peut-être plutôt faire une asymétrie et ouvrir un cadran. Je suppose. Dimitri pour le tore. Donc, Dimitri répond pour le tore. Tore plus 5 génère une différence au niveau limbique d'environ 150 microns. Depuis peu, on peut également faire une toricité sclérale indépendamment de la toricité limbique. Voilà, donc le tore plus 5, c'est qu'il y a une différence de 150 microns au niveau du limbe. Voilà. Ah oui, on fait une asymétrie en plus pour les ptérygions. Donc, c'est bien collerette et asymétrie, comme je disais, que c'est une collerette suffirait sûrement pas, parce que c'est plus large quand même souvent en ptérygion que les pinguiculas. Évaluer la clairance par rapport à l'épaisseur de la lentille. Quelle est l'épaisseur de la lentille? L'épaisseur varie en fonction de la puissance. Oui, mais alors là, on se base sur la lentille d'essai. Donc, la lentille d'essai, on a dit entre 200 et 300 microns. Donc, alors j'ai ça en plus, je crois. L'épaisseur. Tac, ouais. Donc là, normalement, vous avez des épaisseurs de lentilles par rapport au diamètre. Donc, bien sûr, c'est pour des puissances plutôt négatives. Après, c'est sûr que si vous avez plus 8 sur la lentille, bah oui, l'épaisseur de la lentille sera plus ça. Donc, ce qui est bien, c'est de bien l'évaluer à la base. Et après, je pense que c'est pas mal au coup d'œil aussi. Si vous arrivez la première fois à faire une clairance et à évaluer par rapport à votre cornée en regardant la lentille, ce que j'ai, la cornée, ce que j'ai et la clairance que j'ai, ben vous savez pour la fois d'après qu'il faudra une demi-cornée, par exemple. Voilà, ça vous permet d'avoir un point de repère. Si vous avez une lentille en plus 5, forcément, elle sera plus épaisse. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Pour les puissances très positives, il faut faire non plus une mesure, mais une évaluation par rapport à la cornée. C'est ce que je disais. On est d'accord, Dimitri. Ça tombe bien. Et la clairance en fin de journée, on doit avoir combien? Alors ça dépend des écoles. Il y a ceux qui adaptent très proche de la cornée, d'autres qui adaptent plus loin de la cornée. Nous, on va conseiller entre 150 et 200. Je pense que c'est déjà pas mal.
Et en effet, ça varie en fonction de l'indication. C'est sûr que si on a un kératocone, l'idéal, c'est de ne pas avoir non plus une clairance immense, surtout s'il est très évolué. Si on a une clairance immense au niveau du kératocone, tout le reste de la cornée va avoir une épaisseur de larme épaisse, comme ça. Et du coup, l'oxygénation sera aussi amoindrie. Donc, ce n'est pas le but. Ce qui fait que voilà, ça, c'est au cas par cas. Si on a un kératocone, on va avoir moins de clairance au niveau de l'apex, on va dire. Et puis, si c'est une cornée plus ou moins régulière ou un kératocone peu avancé, moi, je vais conseiller 150 à 200 microns, on va dire. Donc, Dimitri dit que c'est mieux d'avoir plus épais pour une pathologie de surface parce que ça fait réservoir et ça va diluer les éclatements du film lacrymal. C'est pas mal de questions là quand même. Hein. Eh ouais. Bon, je pense surtout si vous en avez après, vous n'hésitez pas à envoyer des mails, hein, pas de souci. On peut faire CL négatif, oui, bien sûr. Ça arrive d'en faire. Ça m'est arrivé d'en faire. Alors, c'est pas forcément pour ce qu'on pense. Par exemple, des fois, je vais ouvrir mon mon L de plus 2, mais je veux pas changer ma clairance centrale. Donc, je vais diminuer mon C de moins. Je vais faire mon C-2. L plus 2, C-2. Ça me fait la même flèche qu'au départ. Voilà. Ça m'évite de modifier la flèche. Merci, Marina. Bon, voilà, je crois que Marina a résumé. Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté en général pour adapter Pinguicula? Bon, non. En tout cas, moi, je suis pas la personne qui a fait le plus d'adaptation avec des Pinguicula. Mais tous les cas qu'on a eus, il n'y a pas eu trop de soucis. Il n'y a pas de soucis. En tout cas, c'est Dimitri qui en fait pas mal, je pense, parce que lui, il s'occupe pas mal de la technique et des collerettes. Donc, il dit non, la collerette est un élément de stabilisation en plus de la lentille. Donc, pas de souci pour adapter Pinguicula. Parfait. Bah, effectivement, si d'autres personnes ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à joindre directement. Ouais, pas de problème. Et puis, si vous voulez revoir, donc du coup, la vidéo sera postée sur YouTube et le lien sera sur la page Facebook du groupe pour pouvoir revoir tout ça correctement et calmement. Prochaine conférence, c'est Thomas Kerlot chez Menicon qui va nous présenter la Time XL ce vendredi à 18h. Merci tout le monde, vous êtes trop mignons. Et je vous souhaite tous une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.